Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Étienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, 20 personnes, hein, dont 8 policiers ont été blessés jeudi 20 février dans la débandade qui a suivi la dispersion par la police d'un rassemblement du parti de Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation. Hein, c'est Radio Okapi qui rapporte cette information et cela s'est passé à la place de l'Indépendance à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et le gouverneur des provinces, Marcelin Chisambo, a également livré un bilan par rapport à cela. Mais, Monsieur Mbelou, s'agit-il là d'un acharnement sur la personne de Vital Kamerhe et de son parti de la part du pouvoir? Il y a une certaine opinion qui va dans ce sens-là. Euh, à mon humble avis, je souhaite que cette question-là puisse être sérieusement étudiée. La question essentielle me semble être ceci. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'est de notre pays? Si on réduit tout à ce qu'il y a eu au passage de M. Vital Kamerhe au Sud Kivu, on risque de passer à côté de la question essentielle que cette partie de notre pays pose aujourd'hui. Et je pourrais même dire le Congo tout entier. La dispersion des manifestants qui sont allés accueillir M. Vital Kamerhe ou qui s'est rendu à la place de l'indépendance est à inscrire dans tout un processus qui se déroule chez nous depuis les années 90. N'oubliez pas qu'au moment où cette manifestation est dispersée, il y a des informations qu'on a eues liées, entre autres, au massacre de 70 Congolais dans le Massissi. Il y a eu infiltration des militaires, des milices rwandaises et ougandaises dans l'armée congolaise. Et ces milices rwandaises et ougandaises ont un objectif bien précis. Tuer les Congolais, créer la violence, créer la peur. Et cette action, cet objectif n'est pas simplement atteint à l'est du pays. Rappelez-vous, Monsieur Étienne Nandou, que le 26 novembre 2011, à l'aéroport d'Ondili, plusieurs jeunes qui étaient partis accueillir le président de leur parti, M. Etienne Tshisekedi, avaient été tués. La police et quelques membres de l'armée avaient tiré sur ces jeunes à balles réelles. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé le 30 décembre à l'aéroport d'Ondili, mais aussi au Katanga. Il y a eu des massacres dont les photos se retrouvent aujourd'hui sur le site que vous gérez et demain de mettre le site de Congo One. Mais n'oubliez pas ce qu'il y a eu en 2006-2007 après la première mascarade électorale quand au deuxième tour, qui sait Bemba devait faire face à M. Kabila ou M. Kabila faire face à M. Bemba. Il y a eu des massacres à Kinshasa et le comble est qu'à ce moment-là, la résidence de M. Mbemba qui recevait les ambassadeurs avait été pilonnée. Si nous isolons ce qui s'est passé au Sud Kivu de tout ce processus de violence, de massacre, d'assassinat des Congolais, je dis, nous passons à côté de la plaque. Il faut restituer tous ces événements dans ce contexte beaucoup plus large, le contexte dans lequel nous pouvons insérer
l'assassinat de Mamadou Ndala, les assassinats de certains membres de l'armée congolaise qui est en train d'être organisé maintenant, l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme comme Monsieur Floribert Chebeya et Fidel Bazana, l'assassinat des journalistes comme M. Kabungulu, Serge Maïché, Bapou Amwamba. Donc c'est un processus organisé pour semer la violence, pour créer la peur dans le chef des Congolais et surtout dans le chef des jeunes Congolais, mais aussi un processus d'extermination des Congolais parce que ce processus participe du grand projet de la balkanisation et de l'implosion du Congo, projet sur lequel nous pourrons revenir au cours de notre émission. Pour revenir sur Kamere lui-même, pour ce qui s'est passé à Bukavu, dans la débandade qui s'en est suivie, Vital Kamere est tombé de sa chaise mais a pu être évacué par la police. Et lui, il a regretté la tournure prise par les événements. Monsieur Mbelou, ces derniers événements ne constituent-ils pas du pain béni pour Vital Kamere qui semble en profiter pour étoffer son image d'opposant politique? Mais là, nous devons faire très attention. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui partagent votre thèse ou votre hypothèse. Mais regardez ce qui s'est passé. Avant que M. Vital Kamere ne se rende au Sud Kivu, il a lancé un appel aux Congolais qui sont avec les Maïmaï ou aux Congolais Maïmaï de pouvoir déposer leurs armes. Il a dit qu'il demande à nos fils Maïmaï de déposer leurs armes pour pouvoir rejoindre les FRDC. Et arrivé au Sud Kivu, quand il y a eu ces tirs sur la population qui l'accompagnait, M. Kamere dira ceci. Ce sont les éléments de la garde présidentielle qui ont revêtu l'uniforme de la police et qui ont tiré à balles réelles sur la population. Regardez comment il y a eu l'ironie du sort. Le même qui demandait au Maïmaï de pouvoir se rendre au FRDC et de laisser les FRDC assurer la sécurité de nos populations, s'est rendu compte que ces FRDC pouvaient se déguiser en policiers et tirer sur nos populations. Vous voyez comment il y a eu l'ironie du sort. Peut-il encore continuer à demander à nos fils Maïmaï de pouvoir confier leur sécurité à une armée d'infiltrés qui cherche toutes les occasions possibles et imaginables pour exterminer la population congolaise? Peut-il encore lancer cet appel-là? Et dans cet appel, n'a-t-il pas oublié qu'en dehors de faux Maïmaï, que les véritables Maïmaï sont les résistants contre le pouvoir d'occupation et contre la néocolonisation du Congo? Comment peut-on demander aux résistants congolais de pouvoir se rendre aux infiltrés ougandais et rwandais qui n'ont comme objectif que de pouvoir les exterminer? Là, j'estime que M. Kamere a eu une leçon sur le terrain de sa caravane de paix, et je pense que c'est une leçon qu'il devra partager avec les membres de son parti politique pour qu'ils puissent en tirer toutes les conséquences possibles et imaginables. Mais M. Mbelou, à l'image de Étienne Tshisekedi à l'époque d'Emobutu, on a comme l'impression que, bon, au Congo, il faut traverser cette période de tribulation pour se créer cette image d'opposant politique. Hein, je répète, est-ce que ce n'est pas du pain béni pour Vital Kamere, tous les malheurs qui lui arrivent ces derniers temps? Je m'excuse de vous dire que
la question que vous posez est sérieuse, mais sa réponse n'est pas aussi simpliste et simple que nous le croyons. Qui organise ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo? Voilà une question que nous ne nous posons pas. Pourquoi n'y a-t-il aujourd'hui que M. Vital Kamerhe et quelques rares autres compatriotes dits de l'opposition qui peuvent s'exprimer? Qui est en train d'organiser tout cela? Je vais vous lire un petit extrait d'un texte que je trouve très important et qui devrait être médité par plusieurs d'entre nous. Le texte est écrit par Paul Craig Roberts. C'est un ex-secrétaire d'État adjoint au Trésor américain sous Ronald Reagan. Paul Greg Roberts dit ceci. Les populations sont mécontentes presque partout, mais peu d'entre elles ont une vision claire de ce qui se passe réellement. Le postulat selon lequel l'être humain est un être rationnel est faux. Les émotions des patriotes tordent le cou aux faits. Si l'un d'entre eux devait parvenir jusqu'à eux, les aspirations et les fantasmes l'emportent sur les faits. Ce texte est extrait de l'article de Paul Craig Roberts intitulé « L'Ukraine est-elle en train de glisser vers la guerre civile? Les va-t-en-guerre de Washington poussent à un conflit de plus grande ampleur, mérite d'être lu par tous les Congolais, ou les Congolais qui veulent avancer dans la lutte qu'ils sont en train de mener pour le moment. Si nous ne lisons pas les textes de cet acabit, nous n'allons pas comprendre que ce qui se passe chez nous, que ce soit avec Kamerhe, que ce soit avec Diomi Dongala, que ce soit avec les militaires comme les Mamadou Ndala et les autres, ce qui se passe, c'est un processus orchestré par l'élite anglo-saxonne dominante qui cherche, qui tient à faire du Congo le 51e État américain et qui vient de créer, peut-être que nous en parlerons, avec la complicité de nouveaux leaders de l'Afrique, de la Renaissance africaine, que sont Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ils viennent de réussir à un coup de maître en créant le marché de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, qui fait partie du projet de l'élite dominante anglo-saxonne en Afrique pour le moment. Donc on va y revenir. Mais pour revenir à votre question, la question ce n'est pas Kamerhe. La question c'est celle de la manipulation de ce que nous avons comme élite politique pour que le coup de l'élite dominante anglo-saxonne réussisse. Alors, il y a tout un théâtre qui est monté, et un théâtre cynique au cours duquel certains faits dominants, certains événements dominants, certains événements profonds se produisent. C'est entre autres le génocide rwandais, mais aussi tous ces massacres et tous ces assassinats des Congolais qui participent de ce processus dont il est question. Non, ne nous limitons pas à des individus. Ne nous limitons pas à quelques Congolais et compatriotes africains instrumentalisés par l'élite dominante anglo-saxonne. Essayons régulièrement d'étudier le processus dans son ensemble pour pouvoir en tirer les conséquences qui pourraient aider les pays africains en général et l'Afrique des Grands Lacs en particulier à pouvoir tirer son épingle du jeu. Maintenant, les choses se compliquent. Mais M. Mbelou, justement, Vital Kamerhe, en arrivant à Goma, il a demandé aux groupes armés locaux et étrangers de se rendre aux forces armées de la RDC, les FARDC,
Pensez-vous que cet appel sera entendu? Et c'est un appel qui sera entendu par les naïfs. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les vats en guerre. Nous n'oublions pas de l'affirmer. Mais nous ne sommes pas des naïfs non plus. Euh, N'eût été la résistance de certains d'entre nous sur ce front-là de l'Est, la balkanisation qui est en train d'avancer à grands pas dans notre pays aurait déjà été effective sur tous les plans. Mais, Dieu merci, c'est parce qu'il y a une certaine résistance des Congolais de l'intérieur qui connaissent bien les maîtres de la Renaissance africaine au service de l'élite dominante anglo-saxonne, que le Congo essaye encore, tant soit peu, de résister à la réalisation complète de ce processus. Donc, quand certains d'entre nous vont dire, parce que fatigués, hein, n'oublions pas que cette guerre de basse intensité est aussi une guerre d'usure. Quand vous passez toute votre vie en forêt, en train de résister, en train de vous battre pour que votre pays ne puisse pas être livré aux mains des bandits et de gangsters avec lesquels l'élite dominante anglo-saxonne travaille, vous finissez par vous épuiser. Et vous pouvez faire semblant d'avoir entendu l'appel de M. Kamere et vous rendre, mais bêtement, naïvement, la légitime défense fait partie des principes reconnus par le droit international. Malheureusement, nous avons, parmi les compatriotes africains et les compatriotes congolais, quelques-uns qui ont été vendus, achetés par l'élite dominante anglo-saxonne, qui essaie de livrer des messages pour pouvoir désamorcer la résistance congolaise. Mais, Dieu merci, il arrive aussi qu'il fasse l'expérience des limites de ces messages-là. Et pour citer le cas de M. Vital Kamerhe, sur le terrain du Sud Kivu, il a fait l'expérience des limites du message qu'il a lancé aux compatriotes Maïmaï. Très bien. Autre chose, une pétition circule contre les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur l'abbé Apollinaire Malou. Hein. Elle a été mise en circulation le lundi 17 février par une plateforme de l'opposition. C'est Radio Okapi également qui livre cette information. L'UNC de Vital Kamerhe et ses alliés ont retenu plusieurs griefs contre l'abbé président et ils réclament sa démission. Et les débuts des opérations pour récolter les signatures à cette pétition ont été perturbés par la police. Monsieur Mbelou, la question qu'on peut poser, pourquoi le pouvoir veut à tout prix sauver les soldats Malou? Et moi, je poserai la question autrement. Pourquoi les populations congolaises et ceux qui leur servent de classe politique tiennent-elles ou tiennent-ils les populations et les politiciens ou les 10 politiciens congolais tiennent-ils à s'intégrer, à intégrer un processus électoral qu'ils ne maîtrisent pas? Ils n'ont pas le fichier électoral. Ils ne savent pas, quand nous les entendons discuter, nous n'arrivons pas à percevoir que ces messieurs-là sont réellement au courant de ce qui se passe dans notre pays depuis les années 90. Le processus auquel nous venions de faire allusion, le processus d'extermination des Congolais, fonctionne aussi avec l'argent que ce soi-disant politiciens reçoivent, surtout du Parlement. Et il y a la triptyque argent, violence, pouvoir, et pardon, argent, violence et peur qui fonctionne
à merveille chez nous. Je m'explique. On donne de l'argent à ces messieurs-là pour qu'ils continuent de croire qu'il y a un véritable et qu'un véritable processus électoral pourrait avoir lieu dans un pays sous la tutelle de l'ONU et sous occupation des milices ougando-rwandaises. Mais tout en leur donnant cet argent-là, ceux qui orchestrent le processus soutiennent les milices ougando-rwandaises et même congolaises qui font la guerre à nos populations, qui tuent et massacrent nos populations pour créer la peur. Mais Argent, Monsieur Mbelou, dans oui, ce cas-ci, les problèmes n'est pas d'intégrer les processus, mais il s'agit plutôt d'éjecter Malou Malou de non, la CENI. Parce que, Malumalu, Malumalu, oui, Monsieur Mbelou, permettez, oui, parce qu'on a comme l'impression que les modes de fonctionnement de l'abbé Malou Malou, c'est de continuer à avancer et il ne fait pas cas de toutes les critiques qui sont faites sur lui. Je vois par exemple ici qu'il a organisé un échange qu'il appelle une matinée avec des jeunes, où il y avait plusieurs associations des jeunes, et il continue à aller de l'avant avec son processus électoral. Malumalu est un pion, est un élément du réseau transnational de prédation au Congo. C'est là que nous faisons fausse route. Si nous nous limitons à des éléments de ce réseau, nous ne comprenons pas le fonctionnement du réseau dans son ensemble. C'est cela que je voudrais vous dire. On peut enlever Malumalu et mettre Ngoïmulunda comme on l'a fait par le passé. Malumalu avait été destitué, Ngoïmulunda l'a remplacé et le processus n'a pas marché. Et je vous rappelle l'article écrit par Arnaud Zeitman le 7 décembre 2011. Il est minuit moins une à Kinshasa. Dans cet article, Arnaud Zeitman se rendait compte que ce qui s'est passé après les élections bidons de 2011 était semblable au coup que le Congo avait eu en pleine figure à l'assassinat de Lumumba en 61 et que c'était les mêmes acteurs qui étaient aux commandes, c'est-à-dire les pays occidentaux dominés par l'élite anglo-saxonne qui travaillent chez nous à partir de leurs ambassades. Et ce que vous appelez par exemple les politiciens là, la plupart d'entre eux, ces politiciens, reçoivent leurs instructions des ambassades qui sont à Kinshasa. Ah, je peux vous dire qu'il y en avait qui distribuaient les tracts dans les rues et qui étaient et à chaque fois interpellés par un ambassadeur dont je ne vais pas citer le nom. Donc, ne nous fions pas au processus et ne nous limitons pas à quelques maillons de la chaîne du réseau transnational, tout en identifiant ces maillons-là, mais allons au fond de l'étude du processus. Le processus conduit à la balkanisation, à l'implosion du Congo, mais aussi à la transformation de l'Afrique en un simple marché non régulé pour les élites dominantes, les oligarchies d'argent. Il ne faut pas analyser la question en se limitant aux pions, aux marionnettes, aux maillons de la chaîne, du réseau, sans les intégrer dans le fonctionnement du système du réseau en général. C'est ainsi que même les politiciens qui se limitent à Malou Malou font fausse route en oubliant qu'eux-mêmes, en recevant l'argent volé aux contribuables congolais, ils sont corrompus pour faire tourner le processus. Je sais que c'est un peu difficile et compliqué. Dans nos analyses, nous n'allons pas souvent du côté de l'approfondissement de l'événement profond qu'il y a eu au Congo et en Afrique des Grands Lacs depuis les années 90 pour en connaître les commanditaires et pouvoir savoir comment ils sont en train d'évoluer aujourd'hui. Donc, c'est ainsi que chaque fois que vous posez une question, je préfère qu'en répondant, nous puissions la situer dans le processus dans son ensemble. Mais Monsieur Mbelou, mais quelle attitude avoir maintenant face à cette situation?
être passif et se dire voilà, on ne veut pas intégrer ce processus de Malou Malou. On peut lutter autrement. On peut lutter autrement sur plusieurs fronts. Mais c'est question d'avoir des stratégies et des tactiques partagées. Hein? Si les Congolais et les Congolaises, dans leur immense majorité, acceptent de coaliser, de constituer un véritable contre-pouvoir, de faire un travail en synergie, ils peuvent se redistribuer les tâches. Ah, il y en a qui peuvent attaquer, par exemple, Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou dans leur lutte, mais il y en a d'autres qui pourraient aller un peu plus vers les multinationales et l'élite dominante anglo-saxonne. Non, les tâches peuvent être redistribuées. On l'a vu dernièrement, les compatriotes des États-Unis qui sont allés échanger avec M. Russ Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis en Afrique. Donc, il y a moyen de travailler sur plusieurs fronts à la fois, mais en ayant une vision claire des commanditaires, de ceux qui orchestrent le processus, de l'orientation du processus, des objectifs que le processus est en train d'atteindre, de l'instrumentalisation de certains d'entre nous. Mais c'est question d'avoir une sorte de Congo plan qui coiffe les différentes luttes sur plusieurs fronts que les compatriotes essaient d'occuper. La tâche est dure, difficile, compliquée, mais elle vaut la peine d'être essayée. Très bien, 45 000 dollars américains, c'est les montants que perçoit le ministre congolais des médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga. Cette somme lui est remise par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo à la veille de chaque conférence ou point de presse. C'est Baudouin Mbaweshi des Congos indépendants qui livre cette information. Monsieur Mbelou, si cela est vrai et se confirme, voilà. Voilà qui explique toute cette activité débordante dont fait preuve Lambert Mende dans ce qu'on peut appeler une communication du mensonge. Et je vous signale que jusque-là, l'article de Baudouin Ambawechi n'a pas encore été contredit. Mais si, encore une fois, nous isolons Mende de toutes les autres marionnettes du processus, nous risquons de ne pas comprendre grand-chose. Et comme je venais de vous le dire, ce processus fonctionne sur fond de trois éléments: l'argent, la violence et la peur. N'oubliez pas que M. Mende est parmi les rares à avoir nié, par exemple, qu'au Sud Kivu, il n'y a pas eu de mort. Et jusque-là, nous n'avons pas entendu le fameux gouvernement fantoche de Kinshasa engager des recherches sérieuses pour que l'on sache ce qui se passe réellement. D'ailleurs, il ne faut même pas s'attendre à cela, parce qu'il n'y a rien de bon qui pourra sortir de là. Donc, si vous isolez Mende comme élite comprador de tout le processus, vous risquez de ne pas comprendre que pour que ce processus atteigne ses objectifs, il utilise beaucoup d'argent, crée la violence et la peur. Donc quand la peur et la violence ont été créées, ce processus a besoin des élites corrompues et comme Mende pour qu'ils fassent leur travail médiatique, c'est-à-dire un travail de propagande et d'abrutissement de nos populations. Ça fonctionne comme ça. Et vous ne serez pas étonné quand vous allez, par exemple, aujourd'hui sur le site comme celui de Thierry Messant, Voltaire ou Le Grand Soir, vous avez des articles qui vous montrent qu'aujourd'hui, les médias dominants jouent ce rôle d'abrutissement des populations. Donc, M. Mende assume ce rôle-là au cœur de notre pays, mais il fait partie de tout un système. Alors ce système, pour pouvoir donner beaucoup plus accès aux ressources à ses membres, redistribue l'argent.
Mende peut recevoir 45 millions, mais il y en a d'autres qui achètent, par exemple, les entreprises à 100 dollars et qui revendent à 3000 dollars, qui gagnent plus que Mende. C'est comme ça que le système fonctionne. Il prend tout l'argent qui peut être redistribué pour que la justice sociale soit assurée chez nous. Il le met entre les mains de quelques élites corrompues, compradors, disposées à vendre leur pays et abrutir leurs concitoyens, comme M. Mende est en train de le faire. Très bien. Le ministre congolais de l'économie et commerce Jean-Paul Nemayato estime que l'adhésion de la RDC au marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA sera avantageuse pour l'économie congolaise. Monsieur Mbelou, partagez-vous également ces points de vue? Et ce monsieur-là utilise des expressions et des termes qui ne sont pas questionnés. Sur quoi la COMESA va-t-elle être fondée? Sur le principe du libre-échange. C'est-à-dire qu'à partir de la Libye jusqu'au Malawi, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe vont participer à un marché non régulé, c'est-à-dire un marché dans lequel les États africains n'imposent pas des règles idoines pouvant profiter aux populations africaines et pouvant permettre aux populations africaines de pouvoir tirer avantage de ce marché. Encore une fois, il y a là l'un des objectifs de que ceux qui nous font la guerre de basse intensité sont en train d'atteindre, c'est-à-dire transformer l'Afrique en un simple marché sans pays, sans État. Essayez de lire les noms des membres de ce marché fondé sur le libre-échange et non régulé. Vous avez le Sud-Soudan qui a été subdivisé en deux par les mêmes qui font la guerre au Congo, la Libye qui a été détruite, qui n'est plus un État, et le Rwanda qui a été détruit, qui n'est plus un État, l'Ouganda occupé par un dictateur comme tous les grands dictateurs du monde. Et puis vous avez plusieurs pays qui vont participer à ce marché et qui aideront ceux qui ont initié les guerres menées contre l'Afrique à pouvoir évacuer les produits qu'ils vont récolter vers le port de Mombasa. Alors, vous comprenez que le port de Matadi étant trop loin, et comme les initiateurs de la guerre avaient pensé que c'est l'Afrique de l'Est qui est l'Afrique utile, maintenant ils essaient de regrouper un certain nombre de pays autour du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, pour pouvoir évacuer les matières premières et les autres produits, les autres ressources de l'Afrique vers le port de Mombasa. Et un certain journaliste français, un journaliste alternatif, Jean-Michel Verlocher, avait déjà touché cette question il y a très longtemps. La guerre faite contre le Soudan visait l'intégration d'une partie de ce pays dans le marché de l'Afrique de l'Est. Et nous voyons les étoiles. Vous comprenez pourquoi je partage le point de vue de Paul Grec Roberts quand il dit les populations sont mécontentes presque partout, mais peu d'entre elles ont une vision claire de ce qui se passe réellement. À Kinshasa, le 27, le 26 et le 27, quand vous allez lire les journaux, on va vous dire le Congo est au cœur d'un grand marché. Mais quels sont les en dessous de ce marché? Qui a initié ce marché? Quel est ce président africain qui a contribué à la naissance de ce marché qu'on va appeler demain la COMESA? Et c'est dans ce marché que l'initiative publique-privée signée à Kinshasa
au mois de novembre 2011 et le marché, l'initiative à laquelle participent 21 entreprises privées va pouvoir être opérationnelle. Et cette entreprise, cette initiative est chapeautée prioritairement par l'élite dominante anglo-saxonne. Et voilà. Et comme le dit très bien Ralph Kusters dans son livre Chasseurs des matières premières. Mes chers frères, nous mettons une parenthèse sur les livres. On ne lit plus, on dit, oh voilà, les choses vont aller, vont marcher, maintenant nous avons la Comesa. Et quand vous lisez, par exemple, le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, livre de Robin Filippo, de Rwanda and the New Scramble for Africa, je ne connais pas très bien l'anglais, je vais essayer de traduire en français. Le Rwanda et la nouvelle ruée vers l'Afrique. Quand vous lisez le résumé de ce livre tel qu'on sait le trouver sur le lien que je vous ai envoyé, vous arrivez à cette conclusion-ci que, comme Robin Filippo le dit, le génocide rwandais, en tant qu'entreprise à 100% américain, avait comme événement profond, avec ceci comme objectif, transformer l'Afrique en un marché non régulé. Et c'est aussi simple que ça. Mais c'est difficile à comprendre parce que nous ne suivons pas tous ces processus de plus près. Mais il est important aujourd'hui de revenir à certains livres que nous cessons de citer, comme Noir Canada, comme Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, comme Paix et Châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Vous y ajoutez le livre de Peter Erlinder, le génocide accidentel, avec tout ce qu'il a apporté comme élément puisé au département d'État et dans les documents de l'ONU. Vous y ajoutez Chasseurs des matières premières de Ralph Kusters. Vous y ajoutez le Rwanda et la nouvelle ruée vers l'Afrique, hein, l'Afrique qui est en train d'être recolonisée ou néocolonisée en profondeur. Quand vous relisez tous ces livres-là, en y ajoutant La machine de guerre américaine de Peter Dalscott, vous avez un ensemble de faits qui vous permettent de comprendre ce qui se passe chez nous réellement. Mais très bien, nous passons aux évêques du Katanga qui ont publié une déclaration cette semaine où ils dénoncent ce qu'ils appellent une main noire qui manipule et transforme les jeunes du Katanga en tueurs impitoyables et facilite l'approvisionnement en armes et munitions aux milices de cette province. Ils poursuivent en dénonçant aussi l'attentisme du gouvernement central face au drame qui se déroule dans le Katanga. Et ils ont fait cela dans une lettre pastorale intitulée Pleurons avec ceux qui pleurent. Cela a été publié le mercredi 18 février. Monsieur Mbelou, ce genre de déclaration semble un peu récurrente au Congo. Qu'est-ce que l'Église devrait faire plus au-delà de dénoncer? Mais revenons d'abord à cette déclaration qui essaye de détailler les trois principales insécurités dans lesquelles nos populations vivent aujourd'hui, l'insécurité sociopolitique, l'insécurité sociale, vous avez la justice distributive qui n'est pas assurée. D'ailleurs, cette déclaration reproche à ceux que nous croyons être les représentants du peuple de pouvoir empocher comme salaire des sommes faramineuses pendant que la majorité de nos populations croupit dans la misère. Cette déclaration a son côté positif et elle existe. Elle fait partie, comme vous le dites, des autres déclarations récurrentes. Mais là où je ne partage pas son orientation, c'est que, comme toutes les autres dénonciations, elle se réfère
au gouvernement fantoche de Kinshasa comme lieu où un essai, un début de solution peut être amorcé. Et là, moi, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas demander aux pompiers, aux pyromanes, d'être à la fois des pompiers. J'ai toujours cru, moi, que les laïcs congolais engagés dans leur association qui travaille avec, la SENCO, ce sont ces laïcs qui, à la base, devraient travailler d'abord à l'éducation de nos populations, à la formation de nos populations, à partir des valeurs évangéliques phares, comme la liberté, comme la justice, comme la lutte contre la peur. Je me souviens de mémoire d'un extrait de Saint Paul à Timothée qui dit réveille en toi, qui dit à Timothée, Saint Paul dit à Timothée, et essaie de réveiller en toi l'esprit que tu as reçu au baptême. Ce n'est pas un esprit de peur qui te conduit à l'esclavage. C'est un esprit de force, de courage, d'amour et de raison. Voilà le travail que devraient faire nos pasteurs en, en interconnexion avec les laïcs catholiques engagés à la base pour lutter contre ces fléaux que sont le manque de liberté, la peur que crée la violence. Donc il y a un travail de formation et d'éducation qui devrait pouvoir se faire à partir de la base, à partir de nos communautés ecclésiales vivantes de base. Si nos églises se restructurent à la base, créent des petites communautés de base à taille humaine, où les faits qui arrivent au pays sont étudiés et décortiqués, des communautés ecclésiales vivantes de base, qui deviennent le fer de lance d'une insurrection des consciences citoyennes, là, nos pasteurs et les legs engagés dans l'Église auront fait œuvre utile. Mais cela ne va pas sans cet effort de dénonciation que nos pasteurs essaient de déployer. Très bien. Pour finir, un mot sur la date du 16 février, qui a été marquée par différentes célébrations en forme de manifestations des rues, notamment dans la diaspora en France et en Belgique par exemple. Monsieur Mbelou, que faire pour que cette date soit reconnue à sa juste valeur au Congo, hein, où le pouvoir actuel s'est dit n'est pas concerné par cela, car attribuant les massacres des chrétiens au pouvoir du maréchal Mobutu? Félicitations aux organisations de la diaspora congolaise qui ont célébré cette date de plusieurs manières. Vous en avez qui ont fait des sit-ins, mais vous en avez d'autres qui se sont retrouvés pour réfléchir en commission. Hein, j'ai vu le groupe de M. Alongo, le groupe de M. Babi Balukuna essayer de faire ce travail-là. Et le travail doit être approfondi, mais en posant de bonnes questions. Pourquoi y a-t-il eu des massacres le 16 février 1992? Et l'une des réponses, parce qu'il y avait un peuple qui s'était mis debout et qui avait réussi à lutter sans armes pour que la conférence nationale souveraine puisse être réouverte. Pourquoi? Ce peuple croyait que cette conférence pouvait être le début, si elle aboutissait convenablement, cette conférence pouvait être le début d'une autre organisation politique au Congo. Mais tout en organisant la date du 16 février à travers le monde, et je vous signale aussi que l'abbé José Mpundu avait créé à Kinshasa le collectif du 16 février qui a organisé lui aussi des manifestations sur place à Kinshasa. Il serait pas mal, tout en organisant cela, il serait pas mal de revenir sur les résolutions prises à la conférence nationale souveraine pour les étudier
et voir et se poser la question de savoir pourquoi ces résolutions n'ont jamais été appliquées dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Il y a le processus qui a conduit à la conférence nationale souveraine qui mérite que nous puissions de temps en temps nous y arrêter. Le fait que Mobutu ait compris qu'il était temps de pouvoir organiser avec le changement qui était dans l'air du temps à ce moment-là, qu'il était important d'organiser les consultations populaires. Ce fait-là, nous pouvons accuser Mobutu de tous les maux, mais parce qu'il avait compris qu'il était bon d'aller consulter le peuple, ce fait peut être retenu à son actif et il serait important que si jamais demain les résistants congolais, les patriotes congolais qui se battent aujourd'hui pour un autre Congo, arrivaient aux affaires, qu'ils poursuivent dans cette direction-là, qu'ils aient le temps d'aller consulter le peuple à la base, comme le président Maduro le fait aujourd'hui avec le peuple bolivarien du Venezuela, qui apprend à débattre sur des questions engageant le Venezuela dans la rue, hein, qui reçoit les propositions des lois de ses représentants, qui les étudie, qui leur remet, mais après avoir débattu dans la rue, la démocratie participative commence à partir du moment où les gouvernants du peuple comprennent qu'ils ne peuvent pas diriger sans aller régulièrement vers ce peuple pour échanger avec lui sur les questions qui engagent le devenir commun. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou. À la semaine prochaine.